Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Après des actes de vandalisme, le système de vidéosurveillance est de nouveau sur pied et même amélioré, alors que débutent les épreuves du baccalauréat. 6 mois après leur mise en place, les sanctions économiques et financières imposées au Mali en janvier par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont été levées ce dimanche 3 juillet lors d'un sommet de l'organisation tenu à Accra. La réouverture des frontières terrestres et aériennes a notamment été entérinée. Et le prix de la meilleure présentatrice du journal télévisé revient à NCI. Evelyne Deba, présentatrice de NCI News, est la récipiendaire de la distinction pour cette édition 2022 du prix africain du développement. Le dispositif de lutte contre la fraude par la surveillance physique et la vidéosurveillance a été renforcé à l'entame des épreuves du baccalauréat. Les installations de vidéosurveillance avaient été vandalisées par des candidats fraudeurs au terme des épreuves du BEPC. Tous, à en croire la ministre de tutelle, le professeur Mariatou Koné, ont été réparés, mieux renforcés. Annonce faite au lycée jeune fille de Yopougon lors de sa visite traditionnelle d'inspection des centres d'examen où elle a invité les candidats au travail, seule voie de leur réussite. Ambiance dans les salles de composition dans ce reportage qui vous est proposé par Thierry Médanger et Éric Kimo. Lycée jeune fille d'Abidjan-Yopougon. Aux portes de ce centre d'examen, sur les 525 du pays, des candidats se soumettant au contrôle physique. Étape pour les déposséder de tout moyen de communication. Le dispositif contraignant fait ses effets. En salle, sur des visages, se lisent anxiété et stress. Un état des lieux qui n'échappe pas à la ministre de tutelle. Aux côtés des candidats, elle casse l'ambiance pesante. Pour la professeure Mariatou Koné, la crispation n'a pas sa place à un examen qui se veut une simple évaluation du niveau de l'élève. On veut évaluer votre niveau réel. On veut valoriser les diplômes ivoiriens. Savoir que quand quelqu'un a eu 2, c'est son niveau. C'est votre propre niveau que nous sommes en train de rechercher. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Cap maintenant sur la salle de contrôle de la vidéosurveillance. À l'intérieur se découvrent de grands yeux cachés qui captent toute velléité de tricherie. Ici, nous avons une salle de composition. Donc, le point focal, tout à l'heure, nous allons le contacter pour que cette porte-là s'ouvre correctement, pour que nous, depuis cette salle de supervision, nous puissions aussi voir ce qui se passe à l'intérieur de la salle. Et derrière, ici, nous avons la clôture. Généralement, les enfants passent à l'arrière pour faire certaines choses. Et nous avons la possibilité de visualiser ce qui se passe. Nous avons de l'autre côté les toilettes. Et ici, nous avons 2 vues sur les toilettes. C'est deux endroits pour nous qui sont très délicats. Ce dispositif, au désarroi de la ministre Mariatou Koné, a vu des câbles sectionnés par des candidats fraudeurs après les épreuves du BEPC, brevet d'études de premier cycle, pour le rendre inopérant. In fine, en vain, vu les mesures prises, déclinées à la satisfaction des autorités administratives et politiques locales, dont le préfet et la députée. Ils ont coupé, on a rétabli, ça continue. Pas qu'on est là. Le système, c'est surtout aux alentours des toilettes et avec les téléphones. Et donc, nous avons brouillé pour les téléphones. Il y en a qui n'ont pas pu accéder au réseau, donc ça a mélangé leur système. Également, ceux qui comptaient sur les toilettes, au nom de la vidéosurveillance, nous avons multiplié le nombre de caméras et multiplié le nombre de surveillants. Donc, il y a la surveillance physique et puis il y a la surveillance électronique. Notons que ce sont au total 330 567 candidats qui amorcent depuis ce lundi 4 juillet les épreuves écrites de la session 2022 du baccalauréat. Demain mardi, 2e jour de composition, leurs cadets à l'assaut du BEPC seront situés sur leur sort avec la proclamation des résultats. Air Côte d'Ivoire continue de déployer les ailes de son ambition dans le ciel africain, cap cette fois sur l'Afrique australe et Johannesburg, qui se rajoutent à la liste des villes desservies par la compagnie. Le vol inaugural de ce nouvel axe Abidjan-Johannesburg a été effectué mercredi dernier. Un vol suivi de l'inauguration sur place du siège local d'Air Côte d'Ivoire, Mardoché Kwasi et Mathieu Imbadé. Parti de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le mercredi 29 juin aux environs de 20h30 heure d'Abidjan. C'est le lendemain jeudi à 5h40 GMT, soit 7h40 heure locale,
que le Airbus A320 de Air Côte d'Ivoire, premier vol de cette compagnie vers le pays de Nelson Mandela, a atterri à l'aéroport international Oliver Reginald Tambo de Johannesburg, en Afrique du Sud, après une escale d'environ 1 heure à Ndjili-Kinshasa en République démocratique du Congo. À son bord, 85 privilégiés, dont le ministre ivoirien des Transports, et plusieurs responsables de la compagnie Air Côte d'Ivoire, mais aussi des passagers, premiers clients sur ce vol inaugural Abidjan-Johannesburg. À l'atterrissage de l'appareil, un dispositif exceptionnel pour cet événement exceptionnel. Baptême de l'aéronef et accueil chaleureux pour la délégation officielle ivoirienne. S'ensuivent les échanges de civilité entre les officiels, pendant que les autres passagers se soumettent aux procédures d'immigration. Quand on m'a dit que c'était pour l'inauguration, j'avais eu un peu peur, mais en tout cas, ça m'avait vraiment rassuré et c'est vraiment satisfaisant. Très avantageux pour nos clients qui partiront directement d'Abidjan. Prochaine étape, le départ pour l'hôtel, pour un repos bien mérité après près de 9 heures de vol. Le vendredi 1er juillet à 10 h, c'est le quartier Sandton Rosebank de Johannesburg qui nous accueille pour la cérémonie officielle d'inauguration du siège local d'Air Côte d'Ivoire, en présence des ministres ivoiriens et sud-africains en charge des transports. Et c'est au tout nouveau country manager de la compagnie ivoirienne que revient l'honneur de dévoiler l'offre Abidjan-Johannesburg-Abidjan. Aujourd'hui, nous connectons tous les pays de notre réseau, particulièrement Lagos, Accra et Kinshasa à Johannesburg 4 fois par semaine, les lundis, les mercredis, les vendredis et les dimanches, au départ d'Abidjan. Inversement, Johannesburg connecte désormais l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les lundis, les mardis, les jeudis et les samedis. Abidjan-Johannesburg-Abidjan est le premier vol long courrier de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Il relie deux grands pays qui s'ouvrent ainsi de nouvelles opportunités en termes de coopération. Désormais, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'ouvrent à davantage d'opportunités d'affaires avec le transport des biens des personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle s'ouvre également au développement du tourisme par la promotion de leur site propre et la compagnie Air Côte d'Ivoire est heureuse de soutenir cette vision. De nouvelles opportunités, saluées en chœur par les premiers responsables des transports en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud, qui avant cela ont procédé à la coupure symbolique du ruban, à la découverte de l'enseigne, du siège local de la compagnie et à la visite des locaux. Et nous avions cette opportunité, grâce aux accords que nous avons signés en décembre, d'ouvrir cette liaison importante entre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. En ce qui nous concerne, nous travaillons à tout mettre en œuvre pour que, aussi bien dans le secteur du transport aérien que dans le secteur du transport maritime, du transport public, le transport urbain, avec donc l'Afrique du Sud qui a aussi une forte expérience, que nous puissions échanger. Ceci est très important pour nos deux pays et pour le continent africain. Nous avons parlé des accords commerciaux entre les pays africains. Cette action va connecter les pays entre eux à travers l'aviation et les autres moyens de transport. On ne peut pas parler d'intégration sans se donner les moyens de les réaliser. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Afrique du Sud est la matérialisation des accords bilatéraux dans le domaine de l'aviation. Une aubaine également pour les opérateurs économiques habitués de la route Abidjan-Johannesburg et quelques Ivoiriens vivant en Afrique du Sud. Avoir un vol direct depuis Abidjan est quelque chose d'inestimable dans le domaine des affaires. Ça réduit notre temps de trajet. On passe d'un trajet qui passe d'autour de 14-15 heures avec les compagnies concurrentes. Et en termes de confort, on ne perd pas une journée supplémentaire lorsqu'on fait le trajet. Imaginez, vous quittez ici jusqu'à Dubaï avant de redescendre sur Abidjan, ou vous ralliez Addis avant de rallier Abidjan. Aujourd'hui, avec la venue de Air Côte d'Ivoire, vous arrivez le même jour. Donc je pense que non seulement ça va encourager et motiver tous les Ivoiriens vivant en Afrique du Sud de pouvoir aller régulièrement au pays, mais ça va encourager la dynamique des affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Johannesburg devient avec ce vol inaugural la 20e destination de la compagnie Air Côte d'Ivoire en Afrique, en plus de ses vols domestiques. La compagnie Air Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui une flotte de 10 avions et plus de 5,2 millions de passagers transportés en 10 ans d'existence.
Et les Ivoiriens d'Afrique du Sud, justement, en parlent. Ils sont un peu plus d'1 millier à vivre dans le pays. Hommes d'affaires, employés ou étudiants, chacun tente à sa façon de s'adapter dans un pays où la vie des immigrés noirs n'est pas toujours facile. Comment vivent-ils leur immigration? Comment sont-ils organisés? Suivons ensemble ce reportage de Mardoché Kwasi et de Mathurin Badé. Pretoria, capitale administrative de l'Afrique du Sud, à un peu moins d'1 heure de route de Johannesburg. Dans cette rue paisible du quartier Waterkloof Ridge, se trouve le siège d'une entreprise privée de sécurité, créée et dirigée par Daouda Kourouma, Ivoirien résident au pays de Nelson Mandela depuis plus de 20 ans. Ivory Coast Embassy. All in order. Yes, sir. Okay, no problem. And who are you fetching today? I'm going to fetch those people from Iraq. Iraq. Venu en Afrique du Sud pour poursuivre ses études en droit, en vue d'embrasser une carrière d'avocat international, il a dû abandonner ce rêve et s'adapter à la réalité du terrain, une fois dans ce pays. D'abord, il fallait se battre pour survivre. J'ai eu à faire la sécurité au casino pendant au moins 7 ans. Et après les 7 ans, j'ai décidé, quand mon boss a décidé de partir, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boîte et c'est ce que j'ai fait. Depuis plus d'une dizaine d'années que son entreprise existe, Daouda n'a pas pu la développer comme il le souhaite à cause de certaines restrictions et difficultés. Nous avons un sérieux problème d'être acceptés par les Noirs sud-africains. Et ce phénomène vraiment nous met très mal à l'aise. De telle sorte qu'aujourd'hui, même quand on est régularisé, ça devient un problème. Le travail, c'est un problème. Ça fait maintenant 17 ans que ma compagnie existe. Je n'ai pas de contrat de gouvernement. Pourquoi? Parce que pour avoir le contrat du gouvernement, il faut être né en Afrique du Sud. Donc vous comprenez les difficultés auxquelles nous sommes vraiment confrontés. Des difficultés partagées par le million d'Ivoiriens résidant sur le sol sud-africain. Ils ont donc décidé d'unir leurs forces pour faire face à certains défis en créant notamment l'Association des Ivoiriens résidant en Afrique du Sud. Alain Aboukwa, responsable local de cette association à Pretoria, rend visite ce soir à ses frères à la maison des Ivoiriens de Johannesburg, située dans le quartier de Yeoville. Une maison où les ressortissants de la Côte d'Ivoire peuvent trouver, entre autres, les mets ivoiriens et communier avec leurs compatriotes. Ça fait 13 ans que je suis là. Je fais attiquer ici, avec poisson, placali. Chaque samedi, je fais placali. Comme on est loin du pays, si mes frères viennent, mes soeurs viennent, je suis content de les recevoir. Je suis content aussi pour les voir. Ça fait 15 ans, au moins 15 ans que je suis là. Chaque samedi, on se retrouve ici. Le week-end, c'est ici les réunions des Ivoiriens se tiennent. Et chaque fois, on reçoit même les autorités de l'ambassade, les étrangers qui viennent ici, ils viennent manger ici. Pendant les fêtes de l'indépendance, on se retrouve, on mange ensemble, on partage les idées. On vit comme ça parce qu'on ne peut pas vivre isolé. On n'est pas si nombreux comme les autres communautés, mais vraiment ça marche très bien entre nous ici. Cette association permet à ses membres de s'assister mutuellement, mais aussi d'aider à l'intégration des nouveaux venus. Tout Ivoirien qui rentre dans l'Afrique du Sud ici, effectivement c'est cette maison qui accueille cet Ivoirien. Donc il est recensé ici et à l'ambassade. Ce qui fait qu'il y a la communication qui passe très bien. Quand il y a un décès, un malheur, on sait qui est quoi, et puis bon, voilà, la communication passe bien, on sait qui fait quoi. Donc vraiment, on se connaît tout un chacun. Tout Ivoirien ici, avant de venir, on a tous des contacts pour savoir qui vient d'Abidjan. Donc la personne qui vient d'Abidjan, si tu n'as pas un toit à habiter, c'est ici on te loge d'abord. Donc, et quand tu n'as pas un toit, et forcément, on te met dans l'association, on te conduit vers le président ou le vice-président, on t'introduit, et dès lors, tu es introduit. Le niveau d'emploi, si ceux qui sont qualifiés pour travailler, quand il y a une possibilité, on le fait. Parmi les Ivoiriens résidant en Afrique du Sud, on note des chefs d'entreprise, des étudiants, des travailleurs indépendants, mais aussi des employés disposant de permis de travail dans ce pays. Ils sont pour la plupart bien intégrés et gagnent relativement bien leur vie. Le prix de la meilleure présentatrice télé du prix africain de développement a été décerné à Evelyne Deba. Evelyne Deba, l'un des visages de NCI News, l'édition d'information de 19h50, a dédié ce prix à la nouvelle chaîne ivoirienne, à sa direction générale, ainsi qu'à toute l'équipe technique et de production, en passant par la rédaction. Comme elle, ils sont plusieurs à exercer dans ce domaine d'activité et récompensés pour leur talent.
Les lauréats du prix africain pour le développement sont connus depuis cet après-midi. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, toujours au rendez-vous de l'excellence, était encore à l'honneur avec le prix de la meilleure présentatrice télé, remporté par Evelyne Deba. Je dédie ce prix à toute la rédaction de NCI, ma rédaction, à tous ces journalistes qui sont nuit et jour sur le terrain, qui travaillent. Je dédie ce prix à la direction générale de NCI qui m'a fait confiance. Mais j'ai une pensée surtout pour tous ceux qu'on ne voit pas à la télé, pour les cadres, pour les assistants, pour les réalisateurs, pour les techniciens. Je dédie également ce prix à tous les téléspectateurs de NCI parce que ce sont eux les vrais patrons en télévision, ce sont eux qui nous jugent. Et je rends bien sûr gloire à Dieu. Je dis merci à mon Père Céleste. Je suis très heureuse de recevoir ce prix, mais qui pour moi m'invite à plus de travail. Des prix ont été décernés à 24 autres personnes sur 245 nominés qui se sont brillamment illustrés dans leur secteur d'activité, notamment le super prix Alassane Ouattara pour la bonne gouvernance et le prix du meilleur acteur pour le développement de l'humour et l'art Afrique francophone. Je ne m'attendais pas à ce prix, mais les actions que je mène sont en direction de mes populations pour le bien-être de population et je suis heureux que cela ait été constaté par cet organisme qui vient de me décerner ce prix d'excellence. Chacun à son niveau doit poser des actes qui permettent, qui nous amènent au développement. Le sacerdoce, c'est le développement de l'Afrique et qu'on n'a pas besoin de rêver Europe. On peut rester ici aussi et puis se réaliser. Donc je pense que c'est tout à fait normal et c'est une grande joie pour nous de recevoir un tel prix. Je voudrais profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Les critères, d'abord c'est une notation sur 100. Voilà, et quand vous atteignez le barème à 80 ou bien à 85 voire 90, ben vous êtes lauréat, chacun dans son domaine. Mais je veux dire, on ne prend pas une seule personne dans son domaine de compétences. C'est-à-dire qu'ils sont 3, 4 au départ, et puis à l'arrivée, celui qui a le plus d'indices de notation, eh bien, celui qui est retenu. Les talents, les acteurs de développement, ils sont partout. Et donc nous, c'est notre modeste contribution. D'autres le font déjà. Mais je me dis que si on récompense, on prime quelqu'un qui s'est établi en Côte d'Ivoire ou qui s'est établi en Guinée par son travail bien fait, bon, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le deuxième prix du genre reçu par des journalistes de NCI. Avant ce prix, la meilleure présentatrice télé remportée cette année par Evelyne Deba, celui du meilleur reporter était revenu à Thiemé Dandjé l'année dernière. Le prix africain de développement est à sa 9e édition. Et la Tabaski, la fête du mouton, approche à grands pas. Elle pourrait aussi porter le nom de la fête du Bazin. À quelques jours de ce grand moment, les couturiers sont pris d'assaut pour confectionner les plus belles tenues. Une période faste pour ce cœur de métier qui, cette année encore, tient ses promesses. Un reportage de Nadia Edja et de Fulgence Kissiedou. Blanc, jaune ou bleu, on trouve de toutes les couleurs de Bazin dans cette boutique à Treichville. Alors que se rapproche le grand jour de la Tabaski, les fidèles musulmans se dépêchent de se procurer leur tissu. Je suis un peu en retard par rapport au moins. Un peu en retard. Sinon, les autres années, l'air comme ça, il a déjà fini de cousu pour moi. Mais maintenant, ils viennent les prendre. Il faut aller demander pardon au tailleur pour pouvoir coudre. Pour eux, impossible de célébrer la fête du mouton sans le Bazin, tenue parfaite pour la circonstance. Bon, ici, je viens prendre le bazin de mon fils. Donc, moi, j'ai déjà acheté pour moi, donc il reste mon fils. Si tu fais, tu n'as pas porté bazin, c'est comme tu n'as rien porté. Hein. C'est comme tu n'es pas dans la fête. Il faut que tu portes bazin, ils vont sentir que tu es en train de fêter. Pour permettre à tous de s'en procurer, mais aussi faire du chiffre, ici, on a procédé à une réduction des prix de l'étoffe. C'est pour faire plaisir à la population ivoirienne, ceux qui n'ont pas les moyens pour la fête, pour bien s'habiller à l'occasion des fêtes. On a plus de clientèle. L'étape de l'achat du tissu franchie, c'est au tour du couturier de prendre la relève. Grâce à sa nouvelle collection, ce couturier a de quoi séduire la clientèle. C'est une nouvelle collection que j'ai créée depuis le mois de Ramadan. Ça fait que depuis Ramadan jusqu'au Tabaski, les gens c'est intéressé à cette nouvelle collection. Depuis plusieurs semaines, il croule sous le poids des demandes et a même dû stopper les réservations. Moi, depuis, ça fait 15 jours, 2 semaines, j'ai arrêté de prendre des habits de la fête. Parce que tellement qu'il y a tellement de demandes, on ne peut pas arriver à tout respecter. On est obligé de prendre un peu comme on peut faire. Pour Tabaski, dans 15 jours comme ça, on a des confessions de quelque chose de plus de 100 tenues. Dans les 15 jours, hein. Dans les 15 jours. Ça veut dire qu'on veille même, les gens veillent. Il n'y a pas de
On travaille jusqu'à 23h, minuit, et puis on se repose, le lendemain on reprend. Mais pour les retardataires, tout n'est pas perdu. L'achat de prêt-à-porter s'offre à eux comme une bonne alternative, tandis que pour les commerçants comme Georgina, c'est une réelle opportunité d'affaires. Quand la période des fêtes arrive, en tout cas, le marché est mouvementé, il y a plein de gens qui viennent acheter. Souvent, il y a d'autres, à cause du travail, ils n'arrivent pas à acheter un bazin non cousu et puis aller coudre. Donc, en tout cas, ça marche bien, ça sort bien et puis bon, les gens aiment. Parmi les clients qu'elle reçoit en cette période, on compte même les non-musulmans. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui viennent acheter. Vu que quand c'est la période des fêtes des musulmans, en tout cas, chrétiens ou non chrétiens, nous tous on se met dedans. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski est la plus grande célébration du calendrier musulman. Au-delà du caractère religieux, elle est pour les fidèles musulmans l'occasion de se retrouver en famille. Le Mali va pouvoir souffler. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra pour le sommet de la CEDEAO ont levé les sanctions commerciales et financières qui étouffaient Bamako. Depuis janvier, le Mali est plongé dans une grave crise politique et sécuritaire. Autre mesure forte prise au cours de ce sommet, l'accord trouvé avec le Burkina Faso sur un calendrier de 24 mois avant le retour des civils au pouvoir à compter du 1er juillet 2022. Pierre Dipomela. C'est la décrispation entre le Mali et la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le chef d'État de cette institution a levé les sanctions économiques et commerciales qui pesaient sur le Mali depuis janvier. Une décision motivée par des concessions faites par la junte qui a finalement ramené la période de transition de 36 mois à 24 mois. Les autorités maliennes ont posé plusieurs actes indispensables pour l'allègement des sanctions, l'adoption d'une nouvelle loi électorale, excluant les membres de la junte. Ils ont également décidé que les sanctions prises en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, ces sanctions sont également levées, de sorte que les ambassadeurs seront en mesure de retourner à Bamako au Mali. Toutefois, comme il s'agit d'un processus qui doit être contrôlé et suivi, les chefs d'État ont décidé de maintenir les sanctions individuelles et de maintenir également la suspension du Mali de l'organe de l'institution de la CEDEAO. Pour ce qui est du Burkina Faso, qui est aussi revenu à une transition de 24 mois contre 36 initialement, les chefs d'État n'ont pas estimé utile d'imposer à ce pays des sanctions. Enfin, les autorités du Burkina Faso ont fait une nouvelle proposition qui consiste maintenant à faire durer la transition au Burkina Faso pendant 24 mois à partir du 1er juillet. Voilà donc les progrès qui ont été réalisés. Et comme je l'ai dit, avec la liberté du président Kaboré, les chefs d'État ont pris la décision suivante. La première est de lever les sanctions économiques et financières qui ont été imposées au Burkina Faso le 25 mars. Le sommet d'Accra a par ailleurs rejeté les 36 mois de transition proposés par la junte guinéenne sans annoncer de nouvelles sanctions. Ils ont nommé un nouveau médiateur, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, un préalable indispensable pour de nombreux partis d'opposition afin de participer au dialogue voulu par la junte au pouvoir, qui a d'ailleurs été sommé par la CEDEAO de proposer, dans un délai d'1 mois, un calendrier acceptable. Et nous avons tendu le micro aux populations maliennes de Côte d'Ivoire qui étaient fortement impactées par ces sanctions. Réaction ici, mais également au Mali à l'annonce d'un retour à la normale tant attendu. C'est avec beaucoup d'attention que la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire a suivi le sommet de la CEDEAO tenu ce 3 juillet à Accra, au Ghana. Pour eux, l'enjeu de cet événement était énorme. Depuis vendredi déjà, le gouvernement a obtenu un communiqué. On a suivi avec beaucoup d'intérêt. On était quand même contents de lever des sanctions. Au nombre des décisions qui ont découlé de ce sommet, on note la levée des sanctions économiques et financières imposées au pays depuis janvier dernier. Une nouvelle qui soulage pour les ressortissants vivant à Abidjan. Un pays qui vit de commerce et puis l'un des pays, les plus grands pays importateurs de CEDEAO. Et forcément, un pays qui n'a pas de port autonome, donc ça va nous fatiguer forcément. Voilà. Mais Dieu merci, si les chefs d'État de CEDEAO ont compris l'inspiration des peuples maliens, vraiment on n'a que remercier Dieu pour ça.
On est vraiment content de ce que la CEDEAO a fait. Vraiment, ça va vraiment nous encourager parce que ça va faire qu'il y aura quelques affaires qui vont bien développer. Bien vrai qu'on est malien, mais nous on vit ici. Donc quand il y a sanctions, ça pèse sur tous les deux côtés. Les communautés maliennes qui sont là. Parmi nous, il y en a qui vivent sur les transports. Donc si les transports ne bougent pas, vraiment c'est un dégât. Même réaction au Mali, où on se réjouit de cette décision qui favorise la liberté de circulation des biens et des personnes. C'est une grande joie pour nous tous, pour la société, parce que notre économie était très chutée. Je pense qu'avec l'ouverture de la frontière, ça va être un progrès pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, pour tous les transporteurs. Il y avait beaucoup de passagers, on vient de faire tout de suite 2 bus. Tout le monde était content pour pouvoir voyager, aller chez eux. Vraiment, c'est une joie totale pour nous tous. Ma famille devrait venir, mais compte tenu de ces sanctions, c'était très difficile. S'ils saluent la levée des sanctions, les Maliens espèrent ne plus avoir à vivre une pareille situation. Ces genre de trucs-là, vraiment, c'est pas bon. S'il y a un problème, on doit t'asseoir, dialoguer pour avoir un problème, pour qu'on peut enlever. Mais avec ce genre de sanctions comme ça, et ils se disent que c'est les leaders qui vont les pénaliser. Mais par finir, ceux qui sont pauvres là, c'est si nous ça joue. Vraiment, c'est pas bon. Notons que les sanctions individuelles et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO sont maintenues jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Du côté de la junte, le délai pour la tenue de l'élection présidentielle a été réduit à 24 mois et se tiendra en février 2024 au lieu des 5 ans mentionnés en début d'année. Le référendum constitutionnel se tiendra en mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur NCI.